Nous continuons avec le séminaire et nous allons revenir à la littérature, au texte, au récit, puisque nous recevons, j'ai le plaisir de recevoir l'un des grands narratologues contemporains, Raphaël Baroni, narratologue, c'est-à-dire spécialiste de narratologie, la science, l'étude même des récits, qui a été pas tout à fait initié, parce qu'il y en avait un peu d'autres avant lui. Gérard Genette, par exemple, était l'un des très grands représentants. Raphaël Baroni est professeur à l'université de Lausanne, et c'est vraiment quelqu'un d'absolument incontournable dans toute la théorie contemporaine du récit. Mais il ne fait pas que cela, il regarde le récit pas seulement dans la littérature, pas seulement dans les textes, il la regarde dans la bande dessinée, dans les images, il s'intéresse aussi à la transition numérique de la culture, et puis il s'intéresse aussi beaucoup, il fait beaucoup de didactique de la littérature et du français. Il est l'auteur de très très nombreux ouvrages importants qui font date dans la discipline en particulier de la narratologie. Les deux premiers sont vraiment sont importants parce qu'ils sont aussi parus au Seuil dans la prestigieuse collection poétique. Il s'agit d'abord de la tension narrative, suspense, curiosité et surprise en 2007, suivi en 2009 de l'œuvre du temps, poétique de la discordance narrative, donc deux ouvrages importants. Et puis la réflexion a continué plus récemment. Je laisse de côté les ouvrages dirigés, ainsi qu'une fiction aussi, un ouvrage de nouvelle, Les Villes englouties, paru en 2011. Mais les ouvrages les plus récents de Raphaël Baroni sont Les rouages de l'intrigue. Nous restons dans la question même de la construction d'un récit. Et puis, peut-être quelque chose qui va inspirer le propos d'aujourd'hui, Lire Houellebecq, essai de critique polyphonique. Ces deux derniers ouvrages, Lire Houellebecq et Les rouages de l'intrigue, sont parus chez Slatkin à Genève. Et bien justement, le propos d'aujourd'hui n'a pas changé, le titre n'a pas changé, valeur littéraire et polyphonie, quand les textes se remettent à parler. Donc je crois qu'on va continuer peut-être peut-être pas les possibles d'interprétation, mais la polyphonie d'interprétation. La parole est à toi, Raphaël. Merci, William. Merci de m'avoir invité dans ce lieu prestigieux. Merci aux gens qui sont restés après cette conférence passionnante qui m'a beaucoup intéressé, qui n'est pas complètement sans rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui. Mais je tiens à préciser d'emblée, parce que là, on a eu des très beaux objets sous les yeux et on a fait ce qu'on appelle aussi du close reading. On a regardé de très près ces objets pour... disons, leur donner une épaisseur interprétative. Ici, je vais parler d'objets un peu moins, disons, qui font un peu moins consensus en termes de qualité esthétique, on va dire, mais en même temps, on va s'intéresser à des phénomènes qui sont pas complètement étrangers à ce dont tu parlais, dans la mesure où il s'agira aussi de réfléchir au fait que des gens différents peuvent interpréter différemment une même œuvre, lui donner un sens différent, des valeurs différentes. Et la raison pour laquelle je vais travailler sur ces objets, j'ai même un peu honte de présenter ça dans le Collège de France, vous aurez même droit à un petit extrait de la série Friends. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, peut-être que ce n'est pas votre tasse de thé, mais c'est aussi un objet assez intéressant, vous verrez. C'est moins l'objet qui m'intéresse ici, et ça c'est peut-être une posture typiquement narratologique, que le processus d'interprétation lui-même. Et c'est davantage en fait l'interprétation des œuvres, la lecture des œuvres qui m'a intéressé, qui sera l'objet de cette conférence, qui sera un peu plus théorique et beaucoup moins empirique, mais avec une certaine empirie qui portera plutôt sur les objets. William a beaucoup exagéré en disant que j'avais écrit un nombre innombrable d'ouvrages. En fait, il y en a 4 pour le moment, ce qui n'est pas énorme compte tenu de mon âge. Heureusement, j'ai un congé scientifique qui va commencer cet automne. J'ai bien l'intention de doubler au moins ma production dans les mois qui viennent. Néanmoins, je lui remercie aussi de donner l'occasion de parler du dernier ouvrage qui, en fait, est pour des raisons qui sont elles-mêmes peut-être intéressantes,
la moins intéressante étant que peut-être que l'ouvrage n'était pas très bon, mais peut-être qu'en fait il était bon, mais qu'il y a aussi des choses qui parasitent la lecture de cet ouvrage. Il est un peu passé sous le radar et j'avais envie de, puisque l'occasion m'était donnée de venir parler devant le Collège de France, et devant un large public, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de public quand on travaille dans ce domaine, de défendre cet ouvrage et de parler un petit peu de ces livres que j'avoue avoir écrits aussi pour m'en débarrasser, parce qu'à un certain moment, parler de Houellebecq m'a fatigué un peu. Et puis, il s'est trouvé que ce n'était pas forcément le genre de problématiques qui étaient au cœur de mes travaux. Comme l'a expliqué William, je m'intéresse beaucoup à la question des médias, à la question des récits, de la fiction, de l'intrigue et beaucoup d'autres sujets de ce type-là. Aujourd'hui, je m'intéresse aussi énormément à la scolarisation de la narratologie, parce que si la narratologie a encore une place dans la société, une fonction sociale, disons, c'est parce que vous la croisez au collège et au lycée, et qu'on s'est un petit peu préoccupé du fait que cette narratologie enseignée est toujours exactement la même que celle qui existait il y a 50 ans, alors qu'il y a des gens qui travaillent sur cette discipline et qui se posent la question un petit peu comment est-ce qu'on peut changer les choses. Donc là, c'est un sujet un petit peu à part, mais qui peut aussi avoir des conséquences sur les questions d'éducation. Cette question de la polyphonie, en fait, m'a intéressé un peu en marge, mais ça a donné lieu quand même à un cycle d'articles que j'ai produit pendant une dizaine d'années, avec ce retour sous des angles différents, disons, d'une même question qui me semblait assez fascinante. Pourquoi le fait d'attribuer une voix aux énoncés qu'on lit dans un texte littéraire, dans une fiction, disons, dans un récit de fiction, détermine la valeur que l'on donne à cette fiction. Et en parlant de valeur, je ne parle pas seulement de valeur esthétique, mais en partie, bien sûr, la question de la valeur esthétique va en dépendre, mais aussi de valeur éthique, voire même d'une valeur, pour utiliser un terme un peu pompeux, mais enfin à l'éthique, quelque chose qui est l'aletheia, c'est la vérité, quelque chose qui fait que parfois on lit des énoncés dans des textes de fiction qui nous semblent être valables, comme des textes qui nous disent quelque chose de la vraie vie, du vrai monde. Et pour parler de ces choses-là, étonnamment, il fallait briser un mur qui avait été assez fermement établi, notamment par l'école, notamment par vos études au lycée, etc. Cette distinction, cette doxa, on va dire, cette opinion bien arrêtée qui fait qu'il faudrait toujours clairement distinguer la voix du narrateur de celle de l'auteur et qu'au fond, ce que voulait dire l'auteur n'a pas tellement d'importance. Ça, c'est une doxa qui a été héritée d'un moment de la nouvelle critique, notamment dans un article que je vais commenter, et qui me semblait extrêmement étrange. Moi, je fais souvent un peu l'imbécile en théorie littéraire. On se dit, mais enfin, c'est pas du tout évident. Il y a des fois où on lit un texte, un passage de Balzac, et on se dit, ah tiens, Balzac me parle ici. Il me semble que c'était un acte de lecture assez ordinaire. Et en fait, autour de cette énigme, il me semblait qu'il y avait quelque chose à reconstruire, disons une critique que j'ai appelée critique polyphonique. Ici, je vous propose, en haut, vous avez un titre qui est différent que le titre de l'ouvrage, parce que je me dis, avec le recul, que si je l'avais intitulé cet ouvrage « Critique polyphonique, le cas Houellebecq », les gens auraient compris que l'objet de cet ouvrage n'était pas de parler tellement de Houellebecq, mais de partir du cas Houellebecq pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les récits de fiction et la manière dont nous leur conférons de valeur quand on les lit. Ok. Donc, d'où vient cette étrange idée que quand on lit un récit de fiction, ou quand on regarde un film, ou quand on regarde même une série télévisée, ou on va au théâtre, comment se fait-il qu'on n'ait pas le droit de dire que ici, l'auteur nous parle? Je reviens sur un élément, un texte extrêmement célèbre de Roland Barthes, paru de manière pas du tout anecdotique en 1968 à l'origine, ce fameux article qui s'appelle « La mort de l'auteur », aussi un fameux représentant du Collège de France, Roland Barthes. Et on trouve dans cet article, et très souvent, moi avec Barthes, je suis toujours un peu dans une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire que j'adore Barthes, je trouve que la plupart des choses qu'il dit sont vraies, mais quand il tire le fil de sa réflexion, à la fin, je ne suis pas du tout d'accord avec lui.
Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Alors ici, il dit dans ce passage-là, il dit dans sa nouvelle Sarrasine, donc vous savez que Sarrasine, c'est un ouvrage un roman enfin une nouvelle qui a beaucoup intéressé Roland Barthes. Il en a même fait un livre entier, hein, une interprétation de Sarrasine, un peu comme aujourd'hui on a eu l'interprétation d'une peinture en essayant de voir toutes ses dimensions. Dans cet article, il dit dans sa nouvelle Sarrasine, Balzac, donc on parle bien de Balzac ici, hein, parlant d'un castrat déguisé en femme, écrit cette phrase. C'était la femme, avec ses peurs soudaines, ses caprices sans raison, ses troubles instinctifs, ses audaces sans cause, ses bravades et sa délicieuse finesse de sentiment. Qui parle ainsi? Est-ce le héros de la nouvelle, intéressé à ignorer le castrat qui se cache sous la femme? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intrigue de Sarrasine, mais enfin, vous pouvez imaginer un petit peu. Il y aura une idée ici, disons, structurale, si vous voulez. Est-ce l'individu Balzac pourvu par son expérience personnelle d'une philosophie de la femme? Est-ce l'auteur Balzac? Tiens, il y a une différence entre individu et auteur. Vous avez une idée d'où vient cette différence. Professons des idées littéraires sur la féminité. Est-ce la sagesse universelle, la psychologie romantique? Jusque-là, je trouve ça passionnant. Et tout à coup, il conclut ainsi, il sera à tout jamais impossible de le savoir, pour la bonne raison que l'écriture est destruction de toute voix, de toute origine. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que jusque-là, ok, peut-être qu'il sera impossible de savoir qui parle ici, parce que c'est ambigu, on est dans la diversité des interprétations possibles, comme tout à l'heure, mais de dire que pour la raison qu'on n'arrive pas à trancher la question, on doit en conclure que la littérature serait destruction de toute voix, ce qui aboutit évidemment à la mort de l'auteur, qui est le sujet de l'article. Il me semble qu'il y a là un pas franchi qui est vraiment problématique. Si je reprends la phrase, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ce n'est pas une phrase prise au hasard dans la nouvelle de Sarrasine. La forme de cette phrase a une forme bien particulière. Vous voyez qu'ici, c'était la femme, ce n'était pas une femme, d'accord? C'était la femme. On parle de la féminité, et donc d'un objet, enfin, pas du tout un objet, pardon, d'une entité, si vous voulez, qui a une valeur générale. Le ici est en article à valeur générique. Vous êtes ici aussi dans une définition des caractéristiques de la féminité. Et vous voyez que d'emblée, quand on lit ce genre de phrase aujourd'hui, dans la nouvelle Sarrasine, vous vous posez des questions. Au moment où Roland Barthes lit cet énoncé, il se dit « Est-ce que Balzac ne serait pas un peu sexiste ici? Est-ce qu'il croit vraiment que la femme se définit, la féminité se définit par des troubles instinctifs ?» Je ne sais pas s'il y a quelques femmes dans l'auditoire qui trouvent que vous avez une tendance à être un petit peu... Voilà, vous savez aussi d'où l'étymologie du mot hystérie, qui est un terme sexiste, qu'on ne doit plus utiliser aujourd'hui, se pose quelque chose ici de problématique. Il y a quelque chose qui fait que si, par exemple, vous faites partie des gens qui disent « Oui, là, il s'agit d'une expression de la sagesse universelle », là, c'est vous qui êtes sexiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous croyez encore aux archétypes, l'archétype féminin, l'archétype masculin. Il y a une guerre de civilisation actuellement qui est en train de se mener autour de ces questions-là. Hein. Et donc, là, il y a des questions, vous voyez, politiques, voire, en tout cas éthiques, qui sont extrêmement importantes. Alors, si tout à coup, il dit non, 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 c'est Balzac qui est sexiste, c'est pas... Alors là, vous parlez de l'individu Balzac. Il a une certaine philosophie de la femme, et vous pouvez très bien dire qu'à la même époque, par exemple, un autre écrivain va tenir peut-être des propos moins problématiques, ou alors, au contraire, vous allez dire, comme le soutient d'ailleurs un de mes chercheurs amis, qu'au contraire, Balzac a peut-être fait partie des premiers féministes aussi dans cette façon sa façon de représenter les femmes. En tout cas, il est certainement un peu moins sexiste que Maupassant. Donc, vous voyez qu'ici, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment très, très importantes, en fait. Si vous dites « non, 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 ce n'est pas l'individu Balzac, c'est l'auteur Balzac », vous voyez une belle stratégie pour, en gros, dire que ce que pense l'auteur, hein, sa conception de la femme, ne rentre pas en ligne de compte.
Et donc là, on peut protéger la figure de l'auteur. C'est ce qui se passe souvent dans les classes de littérature, quand on a des élèves qui réagissent un peu face à certains textes, un peu datés peut-être, et qui se disent « Non, mais là, quand même… » Et là, on dit « Non, 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 mais ne confondez pas, ce que pense l'écrivain n'a aucune importance, l'individu Balzac, vous savez, il faut voir ça comme une idée littéraire. » Et quand on fait ça, ce n'est pas un geste neutre, ça veut dire qu'il y a un lieu de débat au sein de la classe où il y a des conflits d'interprétation sur qui est responsable de cet énoncé, et dans lequel, en fait, quelqu'un peut imposer une lecture à quelqu'un d'autre en reposant sur l'idée « oui, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, la littérature est destruction de toute voix. Hein, ne confondez pas l'auteur et le narrateur, ou l'auteur et le personnage. Là, c'est le personnage qui dit ça, parce que ceci, cela. » Et vous voyez qu'ici, il y a une guerre qui est en train de se jouer. C'est pour ça qu'un des chapitres, un des articles sur lesquels est construit ce livre s'appelle « La guerre des voix ». Il y a en fait une lutte dans laquelle en fait, se jouent des questions fondamentales qui sont celles de la valeur d'un énoncé littéraire, de sa valeur politique, éthique et éventuellement esthétique, puisque quand on va, par exemple, défendre l'œuvre en disant « elle n'est pas sexiste, c'est une œuvre, c'est destruction de toute voix », on protège l'œuvre, on protège la lecture esthétique en disant « non, non, attendez », parce qu'évidemment, la lecture éthique peut poser problème. Donc, vous voyez sur quel terrain on pourrait faire toute la conférence juste sur cette base-là. Mais il y a là, il me semble, un constat de base qui est extrêmement intéressant, qui est posé par Roland Barthes, parce que c'était quelqu'un de très intelligent, il comprend bien qu'il y a là une ambiguïté. On a un énoncé qui, pas comme tous les autres énoncés, parce qu'il y a des énoncés du genre « elle entra dans la pièce et se mit à crier ». Bon, on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a certains énoncés dans la fiction qui attirent l'attention et qui engendrent une pluralité possible de voix, et qu'en réalité, à chaque fois qu'on fait une attribution, s'ensuit en jugement de valeur. Je vais vous le montrer de manière très concrète. D'ailleurs, on pourra même arrêter là, parce que je vois que le temps file. Cette idée-là, évidemment, Barthes n'est pas le seul à en avoir parlé. Il y a un auteur américain qui parfois fait figure un peu d'épouvantail de ce qu'on appelle le post-structuralisme, enfin un moment où on a l'impression que le sens se dissout et que donc voilà. Mais Stanley Fish, dans cet ouvrage qui a été traduit, donc il y a un montage de plusieurs articles de lui, écrit une chose que je trouve absolument passionnante. Il dit, énoncé qui lui-même pourrait peut-être être jugé sexiste, quand un homme dit à sa femme « ce n'est pas toi, c'est ta mère qui parle », je n'avais jamais entendu ça, il témoigne premièrement du fait que les significations que l'on attribue aux mots varient suivant le locuteur auquel ils sont assignés, et deuxièmement, du fait que les mots ne vous disent pas qui est ce locuteur. D'accord ? Donc, souvent on réduit Stanley Fish à cette déconstruction en disant, bon, il met ici en évidence l'indétermination de la source, comme vient de le faire Roland Barthes. On ne sait pas qui parle vraiment ici, les mots ne vous le disent pas, il ne suffit pas de s'en tenir à la lettre, mais d'un autre côté, il ajoute une chose qui est très très importante, le fait d'attribuer ce discours à la femme ou à sa mère va complètement modifier la valeur. Et donc c'est une stratégie de défense de la part du mari, on peut imaginer, que de dire, ou de l'épouse, qui parle à sa... Bon, bref, vous comprenez. Là aussi, pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vais vraiment insister là-dessus, c'est pour ça aussi que je suis narratologue et pas linguiste, parce que si le linguiste aurait envie de s'en tenir à ce que les mots disent, d'accord ? Donc ici, il serait intéressé par la structure du langage. Il y a deux notions, et c'est là où le terme polyphonie est lui-même polysémique, si vous voulez, mais il y a une notion qu'on retient de Mikhail Bakhtin. On parle souvent de la polyphonie de Bakhtin quand il parle des romans de Dostoïevski, mais là, on est vraiment très proche de la question quand même, de la capacité. Il voit chez Dostoïevski un inventeur extraordinaire, dans la mesure où, pour lui, et faites bien attention, la création de Dostoïevski dans le roman, c'est que les personnages peuvent tenir des propos cohérents et convaincants qui ne reflètent pas ce que pensait Dostoïevski. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des perroquets, des porte-paroles, des pantins que manipule un écrivain qui aurait un discours à tenir sur le monde et qui ferait parler comme des marionnettes ces personnages, il dit ben non, la force de Dostoïevski, la force du roman, tient justement au fait que chez Dostoïevski, je trouve ça étrange de dire que ça commence sur Dostoïevski, je pense qu'il y a des grands écrivains, enfin il y a des œuvres de fiction qui font ça depuis toujours, mais
il y a une possibilité que le personnage parle en lui-même, qu'il ait une voix différente. Ça, c'est la polyphonie. C'est ça qu'il appelle le roman polyphonique. Ce qui est assez étrange, c'est juste pour bien comprendre à quel point ça va à l'encontre de la doxa, qui est celle qu'on enseigne dans les lycées aujourd'hui, après ce fameux article « La mort de l'auteur », c'est qu'en fait, le présupposé de départ, c'est que c'est l'auteur qui parle tout le temps. Et on n'entend que l'auteur à travers ce que disent les personnages. Et pas, on n'entend pas l'auteur, ce sont que des personnages qui parlent. D'accord ? Ici, il y a vraiment cette idée-là, ne confondez pas le narrateur. La lecture, disons, traditionnelle, vous lisez un truc, vous dites, là, Homère nous dit, là, voilà, Diderot nous dit, et on interprète tout ce que Diderot fait dire à ses personnages, par exemple, ou ce que Diderot dit en son nom propre, toutes les digressions de l'auteur qu'on trouve chez Diderot, on les attribue à la base à Diderot. Et que c'est l'évolution du roman qui aurait complexifié les choses à partir de Dostoïevski, de nouveau, ce n'est pas ma thèse, mais c'est la thèse que défend Michael Bakhtin, par la capacité d'avoir tout à coup plus de polyphonie, des gens qui peuvent vraiment avoir des paroles différentes dans un même univers. Pour moi, le sommet de ça, c'est la montagne magique de Thomas Mann, où on a vraiment une représentation de tout ce que les gens pouvaient penser au XXe siècle et qui dialoguent entre eux. J'aurai une petite citation de Thomas Mann, et qui voilà, aboutissent au sommet de la polyphonie, d'une sorte de discordance complète, hein, de cette fois-ci, de quel est le projet de Thomas Mann, faire une encyclopédie, en fait. Mais là, ce n'est pas de ça dont il est question. Bakhtin, il a aussi une autre notion qui s'appelle le dialogisme. Et le dialogisme de Bakhtin, c'est une idée encore plus basique, si vous voulez, qui est celle qui est évoquée par Stanley Fish un peu avant. C'est qu'en fait, quand vous parlez, vous utilisez des mots, mais ce n'est pas vous qui avez inventé ces mots. Il dit, seul Adam, s'il était vraiment le créateur du langage, hein, pourrait vraiment utiliser des mots qui lui appartiennent entièrement à lui-même, et pas seulement parce qu'il aurait inventé le langage, mais parce qu'il est tout seul. D'accord ? Mais dès le moment où vous apprenez à parler en écoutant des gens parler, toutes les paroles que vous utilisez, vous les empruntez à quelqu'un. Donc il y a toujours de toute façon quelqu'un qui parle à travers vous. Le dialogisme, c'est l'idée que je parle avec les mots des autres. On apprend à parler en imitant la parole des gens qui nous entourent. Comme par exemple, cette épouse peut-être appris à parler en écoutant sa maman, et que c'est comme ça que tout à coup, ces discours de sa maman peuvent se retrouver dans ses propres discours. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus, disons, pas terrifiant, mais en tout cas plus étonnant. Hein, et c'est vraiment en ce moment aussi, au milieu du XXe siècle, on prend conscience profondément de ça. On n'est jamais complètement maître de son discours ou de ses actions. Hein, on est le produit de courants multiples qui passent à travers nous, l'inconscient, la lutte des classes, hein, pour prendre les grands trucs, Freud, Marx, et aussi, du côté du langage, hein, le langage, cette espèce intertextualité, interdiscours généralisé qui fait qu'on prend conscience qu'en fait, nous ne sommes que, en quelque sorte, des perroquets, on peut construire sa propre image, son propre pouvoir, mais c'est assez difficile. Donc, de nouveau, là, je mets aussi une référence à Outils Revue. En linguistique, ce n'est pas donc en linguiste que je vais parler, il y a deux approches de la polyphonie. Une qui est celle de l'hétérogénéité montrée par le discours, c'est-à-dire toutes les techniques dans le langage pour montrer que ici, c'est moi qui parle, mais ce n'est pas moi qui parle, comme quand je parle de Barthes et que je reprends ses paroles, par exemple. Et puis l'hétérogénéité constitutive du discours, qui fait qu'en réalité, tout discours est déjà miné de l'intérieur par une interdiscursivité qui complexifie les choses. Et du coup, vous voyez que, excusez-moi pour du coup, c'est très oral pour le lieu, et de ce fait, vous voyez qu'il y a ici un problème qui en réalité n'est pas simplement celui du récit de fiction, du roman, hein, mais en fait celui du langage en général. Ça concerne toutes vos interactions langagières, tout ce que vous entendez. Voilà. Pour illustrer cela, du coup, c'est le moment un peu pop culture de la soirée, hein, un petit épisode de Friends. Alors moi, c'est comme ça, des fois j'ai l'oreille qui traîne, puis tout à coup, il y a quelque chose qui résonne en moi. Je regardais un épisode de Friends, parce que voilà, je suis comme ça, j'aime bien les séries télévisées, dans lesquelles il y a un passage extrêmement intéressant, vraiment pour illustrer concrètement le phénomène dont il est ici question, et vous allez voir comment ça fonctionne. Je précise, pas simplement par souci de référençage, de référenciation, qu'il s'agit de l'épisode 226 de la saison 10, épisode 8, etc., mais parce que
saison 10, c'est la dernière saison de Friends, et donc ça va avoir une énorme importance. Épisode 8, c'est extrêmement important aussi, parce que même si aujourd'hui les jeunes regardent ça dans une télévision en streaming, et que donc la contextualisation du message disparaît, la première diffusion de cet épisode s'est faite sur la télévision linéaire à une date bien précise, qui rythme en quelque sorte les divertissements télévisuels américains, à savoir qu'au moment de la fête de Thanksgiving, il y a traditionnellement des épisodes de Thanksgiving, de la même manière que quand on arrive vers Noël, il y a des épisodes de Noël qui sont en quelque sorte synchronisés, qui synchronisent la temporalité du public avec celle de ce que vivent les personnages. Et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant pour comprendre ce qui va se passer ici. Regardez, ce n'est pas du poussin, mais c'est quand même pas mal. Hey, we need to talk to you about something. Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. What? What are you talking about? Well, just with work and the stress of adoption, we just don't feel like we have the energy. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. That doesn't sound like you. That's Monica talking. No. We made this decision together. She's putting words in your mouth. Don't you put words in people's mouths, you put turkey in people's mouths. Désolé pour la qualité de l'image, j'ai filmé l'écran de ma télévision. Mais vous voyez ici ce qui va se passer. Alors, en soi, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. En soi, c'est assez simple. On a donc Chandler et Monica qui sont en couple, qui vivent ensemble, qui sont sur le point d'adopter un enfant, qui viennent de se marier, et en réalité, ça marque la vraie fin de la série, parce que Friends, ça repose sur le fait que c'est une série de jeunes adultes, mais encore en situation de, disons, de construction, vraiment le passage de l'adolescence à la vie adulte, disons. Donc, on est ici vraiment vers la fin des arcs narratifs de la série. Ce qui se passe ici, c'est que si vous connaissez les personnages, qui connaît bien Friends face au public qui connaît le moins la série? Ouais, quand même, quelques-uns. J'ai jamais eu un aussi faible taux de réponse. Vous avez, Monica est une personne qui est chef dans un restaurant. C'est une cuisinière. Elle souffre d'un trouble compulsif, en anglais les gens disent anal, comme on dit. Elle aime contrôler tout. Donc on sait que Chandler, son mari, est un type extraordinairement paresseux et maladroit, donc il est évident que si ils organisent Thanksgiving, il est absolument impossible que Chandler fasse quoi que ce soit. C'est Monica qui fait tout. Donc on est face ici à une interprétation extrêmement basique. Le frère de Monica, Ross, dit « Attends, it doesn't sound like you, ça sonne pas comme toi. Hein. Et en fait, il dit, c'est Monica qui parle. Donc vous voyez qu'ici, il se passe la chose suivante, je vais vous prendre. Hein. Il y a un nous, et donc le système de l'énonciation du discours, en fait, est une prise en charge qui prend en charge la responsabilité de l'énoncé par un nous. Mais en même temps, on voit que ce nous ne reflète pas qui parle. En l'occurrence, c'est Chandler qui parle, mais il est porte-parole dans nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a des accords. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté quelqu'un qui dit non, c'est notre décision à nous, et quelqu'un dans le public qui n'est pas d'accord avec ce qui est dit dans le discours, qui dit la personne qui parle ici, ce n'est pas la personne qui prétend parler, et ce n'est pas non plus la personne qui parle. Et le petit gag à la fin est très important, parce que quand Joey, qui lui est morphale et donc ne pense qu'à manger, dit il ne faut pas mettre des mots dans la bouche des gens, mais de la dinde dans la bouche des gens, il est en train de faire quelque chose qui est assez intéressant. Vous entendez, il y a un rire enregistré qui fait entendre un public, puisque ces épisodes sont joués devant un public avec des rires enregistrés qui font partie de la représentation. Ça veut dire que dans la représentation, on a en fait un public qui est censé être là pour rire. Tous ces mots, en fait, ont été prononcés non pas pour donner une information, ce n'est pas Chandler qui parle à Ross et Joey pour leur dire qu'ils ne vont pas faire Thanksgiving, ce sont des acteurs qui sont là pour faire rire en public. Donc ici, on a une complexité, si vous voulez, qui s'ajoute, qui fait qu'on peut arriver à peu près à ça. La polyphonie, c'est quoi? Il y a une personne qui parle, c'est Chandler. Il y a une énonciation qui dit c'est pas Chandler qui parle, c'est Chandler et Monica qui assument ce qui a été dit.
il y a un troisième locuteur qui n'est pas d'accord avec cette assignation et qui dit « je ne suis pas d'accord, le sens des mots est différent ». En réalité, c'est Monica qui parle. Et en réalité, tous les publics sont là en se disant « en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que c'est le dernier épisode de Thanksgiving de la série Friends, puisque l'année prochaine, tout le monde sait que il n'y aura pas de saison 11, c'est la dernière saison de Friends, et que là, les producteurs de la série sont en train de communiquer au public, une nouvelle qui peut-être les fait rire s'ils ne font pas très attention, mais de nouveau, ici, il y a différents niveaux de lecture qui sont autorisés, qu'impossibles. En fait, ici, il y a quelqu'un d'autre qui parle et qui est en train de dire « c'est la dernière fois que qu'on va vous mettre de la dinde dans la bouche, c'est-à-dire qu'on va vous donner votre divertissement ». Donc ici, vous voyez qu'il y a une polyphonie, et face à cette multiplicité des voix, plutôt que de dire non, 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 tout ça, la littérature ou la série télé, c'est la destruction de toute voix, non, en réalité, on voit que entendre des voix permet de comprendre le sens des énoncés, et que entendre des voix qui ne sont pas forcément celles qui sont présentes dans la représentation, c'est donner plus de valeur à l'énoncé. Plus vous entendez de voix, plus vous êtes capable, par exemple, d'entendre les producteurs de la série, les scénaristes, parler à travers leurs personnages, et plus l'interprétation est intéressante. Et c'est pas si on ne tient pas compte de ça. Donc on est là face à une polyphonie dont j'aurai juste le temps finalement de vous montrer les effets, en se disant, bon, alors si la question c'est qui parle ici, au lieu de se dire personne, parce que la littérature est la destruction de toute voix, il faut dire plutôt c'est un whodunit. Donc vous savez, c'est un genre de roman policier, le whodunit, qui l'a fait. Parce qu'il y a là, et c'est, vous voyez, aussi un changement de la textualité vers les actes de langage. Si on prend la littérature comme un acte de langage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui doit être responsable de cette chose qui a été faite. Et que quand on est face à ce genre d'objet, en fait, il faut rechercher cette responsabilité, et ça fait partie du travail d'interprétation, selon ce que disait Mickey Ball. Donc, comment commencer cette enquête? Et je vais terminer sur cet élément, et du coup, on ne parlera pas du tout de Houellebecq, mais vous comprenez pourquoi Houellebecq a été intéressant pour moi, c'est que Houellebecq engendre des cadrages interprétatifs tellement différents que, avec lui, et dans les gens qui détestent les romans de Houellebecq, la plupart des gens disent « ce type est un porc misogyne, j'ai jeté son livre au bout de la page 15, c'est pas moi qui invente, je cite en lecteur de Houellebecq qui a mis son commentaire en ligne sur un site de vente en ligne dont je ne donnerai pas le nom. Quand on fait ça, et puis que quelqu'un d'autre dit « oui, mais cette façon de représenter le monde est tellement, bien sûr, c'est choquant, mais c'est comme ça que le monde est vraiment, etc. » Et puis, et on a ici des cadrages interprétatifs très différents, et qu'en fait, le fait de dire « oui, mais là, la question de l'auteur n'a aucune importance », aucun des critiques qui, disons, dévalue cette littérature ne prétend tout à coup « ah non, non, mais ne confondez pas l'auteur, l'auteur écrivain et l'auteur personne civile. » Avec cette œuvre-là, c'est vraiment une sorte de révélateur, ce genre de choses. Je vais vous montrer maintenant, en partant d'une œuvre beaucoup plus canonique, le Don Juan de Molière. Okay, vous allez voir que ça fonctionne aussi à plein là-dedans, et vous allez voir ce qui se passe quand on a un désaccord interprétatif. Ça, j'écoutais la radio le matin, j'ai retrouvé le podcast, j'ai compilé ça, et ici on a donc Jean-Pierre Vincent, qui est donc le metteur en scène du Don Juan de Molière à la Comédie Française, qui défend son Don Juan avec une interprétation très particulière. Je ne sais pas si vous êtes allé voir cette pièce de Jean-Pierre Vincent, mais elle a la particularité que dans la mise en scène, dans la dernière scène, Don Juan se relève et s'enfuit. Comme si toute cette histoire du commandeur, etc., n'avait été qu'un subterfuge pour qu'il puisse s'enfuir. Et ça, c'est un effet de mise en scène. Il interprète le texte de Molière, qui, d'ailleurs, dans toutes les versions de Don Juan, vous savez que le Don Juan français est le plus moraliste de tous les Don Juan, il y a des Don Juan beaucoup plus libertins, il le réinterprète pour l'actualiser. Alors voilà ce que dit Kathleen Evin lorsqu'elle l'interroge à la radio. En même temps,
il faut dire quand même que cette pièce, de temps en temps, elle nous agace un peu parce que Molière a tellement voulu donner des leçons de morale à tous ses ennemis que, par exemple, lorsque le père de Don Juan fait irruption au moment vers la fin de la pièce, et il vient faire des remontrances à son fils en lui disant qu'est-ce que tu crois être noble, c'est pas comme tu vis, c'est pas croire que tout est permis. Là, on se dit, il est un peu lourdingue quand même, Molière. On se le dit aujourd'hui. Non, c'est le père qui est lourdingue. Oui. C'est pas Molière. Bah, c'est une tirade qu'il reprend vraiment à son compte. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ah, j'ai pas compris alors. Mais non, enfin, disons que c'est pas le problème de Molière de reprendre à son compte des tirades. C'est sûr qu'au moment de l'hypocrisie, la structure de langage, la structure physique du discours ressemble beaucoup à un discours, par exemple, que Molière se fait tenir à lui-même dans l'impromptu de Versailles pour défendre son théâtre contre les autres théâtres. C'est la même faconde, c'est la même rhétorique, c'est la même puissance oratoire. Mais sur les autres personnages, que ce soit sur Elvire, etc., non, c'est pas le problème, c'est jamais le problème de Molière de s'identifier, pas le problème de Shakespeare non plus. Les grands auteurs ne s'identifient pas, ils inventent des personnages de fiction. Et ce père, qui représente des valeurs, des valeurs de l'ex-chevalerie, d'avant les guerres de religion, de tout ça. Je voyais, hier je suis allé à Nanterre voir Britannicus, la mise en scène de Jean-Louis Martinelli, qui est formidable. Et on voit aussi une Agrippine, là, qui fait partie de la famille royale depuis plusieurs générations et qui ne veut pas lâcher, quoi. Elle ne peut pas lâcher. Et le père ne peut pas lâcher cette tradition chevaleresque. Il y a un personnage très intéressant. Et vous ne saurez jamais qui, parce que j'ai coupé là. Mais ce n'est pas la question. Ici, vous voyez, il y a quand même, si on revient sur ce discours, il y a des tas de choses extrêmement intéressantes qui se déroulent, et vous voyez, qui sont vraiment liées à des questions d'attribution et des questions de valeur. Alors, on va regarder un petit peu, on va décomposer ça, et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici Kathleen Evin qui dit « Il est lourdingue quand même, Molière ». Lecture morale, éthique, si vous voulez, pas très actuelle, un peu moraliste. Vous voyez, ici, elle met en cause en disant qu'elle entend dans le discours du père de Don Juan, les discours moralistes, la voix de Don Juan, la voix de Molière. Alors là, vous voyez, refus absolu. Mais pas du tout, c'est le père qui est lourdingue, c'est pas Molière. Et avec ça, quelque chose d'autre, de très frappant et très, disons, propre à une certaine doxa que vous retrouvez vraiment dans les milieux intellectuels et dans l'enseignement de la littérature au lycée. Les grands auteurs ne s'identifient pas aux personnages, que ce soit Shakespeare, etc. Donc, fin de non-recevoir. Vous entendez la voix de l'auteur, c'est impossible. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ce serait très embêtant parce que si on les entendait, on risquerait d'évaluer la valeur de l'œuvre parce qu'on dirait qu'il y a là un décalage quand même en termes de cadre moral par rapport au monde dans lequel on vit. Et vous remarquez aussi qu'il y a dans ces conflits interprétatifs des questions de statut. C'est-à-dire que quand on est metteur en scène de Don Juan à la Comédie Française, on peut décider qui parle ici et que les gens qui sont seulement journalistes sur France Inter doivent dire « Ah, j'ai pas compris alors ». Imaginez tous les jeunes lycéens qui disent « Ah, j'ai pas compris alors ». Surtout préoccupés de savoir quelles notes ils auront à leur prochaine explication de texte. Et puis il se passe quelque chose de bizarre. Parce que là, quand même, Jean-Pierre Vincent continue « Enfin, disons que… » Tiens, ça c'est un marque de concession. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est sûr que la structure du langage, la structure physique du discours, donc dans les discours qu'on prenait du père de Don Juan, dans cette pièce, les discours du père de Don Juan ressemblent beaucoup, it sounds like, comme tout à l'heure, it doesn't sound like, it sounds like someone else. Ça sonne comme un discours que Molière se fait tenir à lui-même dans l'impromptu de Versailles. Donc imaginez Molière jouant le personnage Molière écrit dans une pièce écrite par Molière, on est vraiment dans l'autofiction XXL, se fait tenir à lui-même dans l'impromptu de Versailles pour défendre son théâtre contre les autres théâtres. C'est la même faconde, c'est la même rhétorique, c'est la même puissance oratoire. Je l'ai tellement entendu que je la connais même, je peux vous la rejouer. Mais sur les autres personnages, je ne comprends plus. Il vient de dire que non, pas du tout, pas du tout.
Mais sur les autres personnages, ok, mais là, il y a quand même un truc. Visiblement, le père de Don Juan parle de manière, même pour un grand spécialiste comme lui, qui connaît quand même très bien cet art, ouais, en fait, c'est vrai quand même que le père de Don Juan ressemble terriblement à Don Juan, enfin à Molière lui-même. Mais que ce soit sur les autres personnages. Ah bon? Donc en fait, il vient de donner raison à Kathleen Evans. Désolé, ici c'est quand même assez clair. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça continue. Donc sur les autres personnages, que ce soit Elvire, etc., non, ce n'est pas le problème. Hein, bon, donc il y a peut-être quand même des fois où les gens admettent que... Les grands auteurs. Alors là, doxa. Donc on oublie ce qu'on vient de dire. Il vient de reconnaître que Molière parle comme le père de Don Juan, mais en fait, ce n'est pas vrai parce que c'est un grand auteur et les grands auteurs ne s'identifient jamais à leur personnage. Vous voyez aussi la doxa post-Bakhtin. Hein, le grand écrivain Dostoïevski a été capable de libérer les personnages de la tutelle des grands écrivains. Parce que les grands écrivains avaient à dire, c'est vrai quand même pour une toute petite partie de la littérature et pour une partie seulement des personnages dans cette littérature. Et c'est pour ça, de nouveau, vous repensez à l'œuvre de Houellebecq, le truc, c'est qu'on a tout le temps l'impression que tous les personnages de Houellebecq parlent pour dire ce que Houellebecq a à nous dire, enfin, pour partager sa vision de la société. Ce qui fait qu'on ne peut pas échapper à cette lecture-là. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors il dit autre chose. Donc les grands auteurs, blablabla, et il parle, on pense qu'il est un peu diffluent, peut-être, il est fatigué, mais en fait il commence à parler d'une autre pièce de théâtre, hein, écrite par un autre auteur qu'il est allé voir. Donc il est allé voir, voilà, Britannicus, magnifique mise en scène de Jean-Louis Martinelli, il est formidable, super. Et là il y a un autre personnage, Agrippine, qui, là, fait partie de la famille royale depuis plusieurs générations, qui ne veut pas lâcher, elle ne peut pas lâcher, etc. Et le père, donc on revient au père de Don Juan maintenant, ne peut pas lâcher. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est que tout à coup on nous dit « Ah non, 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 c'était pas vraiment Molière. » En fait, si quand même, hein, ça ressemble à Molière, mais c'est pas vraiment Molière. Parce qu'en fait, il y a un autre personnage, une autre pièce écrite par un autre auteur qui parle comme le père de Don Juan et qui en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de la tradition chevaleresque. Et ce n'est pas du tout une mauvaise interprétation, c'est celle d'un homme très lettré, hein, qui multiplie, si vous voulez, les couches de langage et qui donne de la valeur aussi à ces interprétations. Mais là, au minimum, on est quand même d'accord qu'il y a le père de Don Juan qui n'est pas tout à fait, le père de Don Juan qui n'est pas tout à fait Molière, mais qui ressemble quand même à Molière et qui maintenant ressemble à Agrippine. D'accord ? Et donc, en fait, il y a quelque chose qu'on va appeler, j'ai appelé ça doxa, faute de mieux. Après, voilà, j'avais présenté un truc comme ça dans une leçon probatoire pour un poste, et puis après, on m'a dit, c'est quoi la doxa? Puis je me suis dit que j'aurais mieux fait de choisir un autre mot, mais ici, je pense que vous n'allez pas m'interroger, il paraît que vous n'avez pas droit à la parole. Donc, qui parle ici? Vous voyez que dans ce petit extrait, hein, on voit quand même que la valeur de la pièce entièrement repose sur des questions d'attribution de voix, et qu'on entend au minimum soit le personnage, lecture sémiotique ou structurale, c'est le père de Don Juan, c'est pas Molière, l'auteur, parce qu'on peut quand même l'entendre, on pourrait même, donc l'auteur moralisateur, il est lourdingue quand même Molière, puisque vous voyez qu'ici, c'est le père de Don Juan qui parle, pour Kathleen Evans, c'est Molière qui est quand même lourdingue, c'est pas le père de Don Juan. Mais on pourrait aussi, lecture herméneutique, hein, l'auteur-écrivain, pour reprendre cette distinction qu'on trouve dans le texte de Barthes, hein, non, ce sont des idées littéraires sur la morale. Bon. Là, il y a tout ce débat autour hein, du second moi dont parle Proust, notamment dans son Contre Sainte-Beuve, etc. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain, je ne suis pas du tout assez cultivé. Mais par contre, ayant un père psychanalyste, je peux dire qu'on peut au minimum se dire que le père de Don Juan pourrait incarner le surmoi de l'écrivain, donc une partie, un fragment de sa personnalité qui permet, en fragmentant sa personnalité, de faire parler différents aspects de sa psyché dans une pièce et de résoudre si vous voulez, les tensions de notre psyché dans une pièce comme ça. Bon, maintenant, on n'est plus tellement à l'époque de la psychanalyse, donc ce n'est pas l'interprétation qui est la plus dominante, mais il y a une soixantaine d'années, probablement, qu'on aurait eu une lecture de ce type-là. Et puis on voit d'autres lectures qui parlent de la doxa chevaleresque et qui donnent une valeur historique, cette fois-ci, hein, qui permet de lire dans cette pièce de théâtre hein, quelque chose comme le choc entre deux civilisations, entre deux états de la société, qui est une lecture aussi passionnante, une lecture plutôt historienne, qui relève de l'histoire de la culture.
Et puis il y a toujours la possibilité, c'est quand même possible, et c'est ce que je voyais aussi dans cette réflexion autour du tableau de Poussin, hein, de dire, oui, mais il y a quelque chose dans ce Don Juan qui passionne les foules depuis si longtemps, c'est un peu la doxa derrière la conception de ce que c'est qu'un classique, qui passionne les gens depuis si longtemps, il doit bien avoir quelque chose dans cette pièce, ou dans ce récit, ou dans cette histoire, qui touche à quelque chose d'universel, ou si ce n'est pas universel, au moins occidental, mais quelque chose qui traverse les époques et qui intéresse les gens. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui peut dire, oui, mais vous voyez, là, dans ce conflit moral, etc., il y a quelque chose qui est comme quelque chose qui parle de l'existence humaine, des conflits dans lesquels tout être humain doit traverser, à travers lesquels tout être humain doit traverser l'existence. Donc il est 18h51, je peux m'arrêter là, c'est une forme de conclusion intermédiaire. Si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le livre, il est encore en vente. Ça reprend un peu sous différents angles ces questions-là. Vous retrouvez en tout cas, pas Friends, mais la partie de la discussion ici sur ces interprétations conflictuelles. Mais vous voyez qu'ici, enfin, juste pour terminer quand même là-dessus, c'est que la question n'est pas pour moi de trancher ce débat, de trancher le nœud gordien, comme le fait Roland Barthes, en disant tout ça, c'est compliqué, on ne sait pas qui parle ici, et donc, en fait, personne ne parle. La littérature est destruction de toute voix. Non, la littérature est polyphonique, fait entendre différentes voix, et que dans la manière dont chacun d'entre nous, de manière... On ne peut pas interpréter une œuvre sans attribuer les responsabilités des intentions, sans faire cela, sans que le texte ou l'œuvre nous donne des indices absolument sans ambiguïté. Hein, on est face ici à une multiplicité, disons, d'attributions qui transforment la valeur, radicalement la valeur d'une œuvre, que ce soit sur le plan de sa valeur de vérité, de sa valeur éthique, morale, ou de sa valeur esthétique, le plaisir qu'on peut en tirer. Hein. Le fait, vous voyez, Jean-Pierre Vincent, quand même, pour terminer là-dessus, quand même, en ressuscitant Don Juan, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est que lui aussi, ça a dû le déranger que ce texte soit un peu moralisateur. Il s'est dit, ouais, oui, à la fin, le méchant est puni, mais moi, j'ai envie de lui redonner quand même en second souffle. Et donc, il en a bien conscience. Donc, qu'est-ce qu'il fait en tant que metteur en scène? Il le fait se relever à la fin. Et c'est certainement pas la lecture qu'on aurait faite Molière, soyons honnêtes. C'est une façon quand même de sauver la valeur de l'œuvre en la réactualisant. Et donc, on voit bien que Kathleen Evin, ici, elle touche sur cette corde sensible. Donc, moi aussi, ma préoccupation éthique, morale, ici, c'est de dire la question, ce n'est pas de savoir qui parle ici, mais c'est d'admettre dans le débat interprétatif qu'on entend des voix différentes et de respecter ces voix. De ne pas dire non, 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 pas du tout. Les grands auteurs ne s'identifient jamais à leur personnage. Enfin, vous savez, vous manquez d'éducation si vous pensez une chose comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Chacune de ces interprétations est possible, et derrière ça, le respect démocratique, disons, qui doit, c'est de multiplier plutôt les espaces pour entendre des voix différentes qui enrichissent l'interprétation, ce qu'on a vu aujourd'hui avec le tableau de Poussin, pour ça, magnifique, mais respecter cette possibilité, ce droit, par exemple, des publics, des lecteurs, d'entendre l'auteur parfois, et parfois pas, d'avoir quelqu'un qui ne l'entend pas. Voilà. Juste pour rendre hommage à une chercheuse que j'aime vraiment beaucoup, Lisbeth Cortal-Altès a écrit un livre magnifique aussi, probablement plus sérieux, et le mien est peut-être plus facile à lire, mais plus sérieux sur une idée très semblable, qui s'appelle Ethos and Narrative Interpretation, The Negotiation of Values in Fiction. Vous voyez qu'elle est vraiment sur les questions des valeurs. Après, il faut lire l'anglais. Mais et elle a aussi beaucoup parlé de Houellebecq, parce que justement, c'est un cas vraiment en quelque sorte, qui fait office de révélateur en fait, de ces problèmes-là, parce que justement, il y a tellement de conflits d'interprétation que quand on regarde un peu les raisons des gens, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus. Et donc c'est aussi une manière, là, elle a plutôt utilisé la théorie du cadrage interprétatif, le cadrage qui vient de la sociologie de Goffman, pour expliquer ces choses-là. Donc si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré aussi quels sont les types de cadrage qui font que parfois on entend plutôt l'écrivain, parfois autre chose. Voilà, merci beaucoup. Merci Raphaël Baroni pour cette Mais la phrase de pub.
Voilà. Cette très riche intervention. Il nous reste 5 minutes, donc un peu de patience pour la discussion. En t'écoutant, je me disais, mais d'abord, tu posais des problèmes, effectivement. Oui, tu peux le garder ou alors c'est très bien, tu peux passer ici. Des problèmes assez passionnants et très compliqués. Et je me demandais, qui parle en toi? Par ta bouche. J'ai souvent pensé que c'était Stanley Fish. En particulier quand tu as dit Jean-Pierre Vincent ici accable en quelque sorte Kathleen Evin, la journaliste, par un argument d'autorité. En gros, c'est une sorte, tu voyais qu'il y avait une sorte de lutte de pouvoir. Or, moi, ce qui me gêne dans la position de Stanley Fish, c'est qu'en fait, oui, d'abord, il y a une position. L'autorité qui est accordée à Jean-Pierre Vincent, elle est accordée par quelqu'un qui est en principe un peu plus ignorant par rapport à quelqu'un qui est plus savant et qui est capable, même s'il ne le fait pas toujours, qui est capable de démontrer, d'avoir des arguments pour dire c'est ici quelqu'un, c'est Molière qui parle ou c'est pas Molière qui parle. Et donc, ma deuxième question qui va de pair, c'est en fait, est-ce que c'est seulement le texte ou l'œuvre lui-même qui va nous donner l'instrument qui nous permet de décider si c'est l'auteur qui parle par un personnage ou dans une phrase, ou si ce n'est pas l'auteur. Quand je dis l'auteur, c'est vrai que c'est déjà un peu ambigu, puisque comme tu l'as bien dit, ça peut être soit l'individu Balzac, soit l'auteur Balzac, et c'est encore autre chose. Mais est-ce que nous n'avons pas d'autres savoirs qui nous viennent d'éléments extérieurs à l'œuvre lui-même, savoirs de type historique, des lettres de Molière, des témoignages qu'on a sur lui, des interviews de Houellebecq, où Houellebecq dit en tant que personne, à moins qu'il ne soit, quand il donne une interview, que l'auteur Houellebecq qui parle et non pas son fort intérieur, il penserait quelque chose de très différent de ce qu'il dit en interview, ce qui est tout à fait possible, a priori. On peut toujours imaginer qu'il y ait comme ça une sorte de mécanisme de poupée russe à l'intérieur de chacun et que chacun ne soit pas qu'on ne dise pas ce qu'on pense. Bref, est-ce que le savant ne fait pas seulement qu'abuser d'une position d'autorité, mais quand même, il a lu à côté, en dehors du texte, de l'œuvre. Oui, alors si tu as l'occasion de lire le livre, tu verras que je parle beaucoup en fait des éléments contextuels en fait de la lecture. C'est pour ça aussi que m'intéressait beaucoup Houellebecq, parce que tu parles de ces entretiens et il y a tout un chapitre qui s'appelle Houellebecq Transmédia, où en fait ce qui était fascinant avec cet écrivain, c'est qu'il a une couverture médiatique telle. Vous avez vu, j'ai utilisé aussi des photographies de Houellebecq, parce que la première photographie, c'était l'enlèvement de Michel Houellebecq, où Michel Houellebecq, un peu comme Molière, toute proportion gardée, joue son propre rôle hein, dans une fiction où on l'enlève, et où il a l'occasion de parler de sa vision de la littérature, de sa vision de la vie. Et évidemment, le Houellebecq acteur, le Houellebecq chanteur, etc. Le Houellebecq, si j'avais eu le temps d'aller jusqu'au bout de la présentation, tu aurais vu aussi moi j'étais allé voir son exposition au Palais de Tokyo, il y avait aussi une exposition à Zurich où il exposait son bilan de santé et dans l'exposition au Palais de Tokyo, toutes sortes de choses, genre les jouets de son chien, son acte de naissance, enfin bref. Et donc quand on lit des lignes sur genre, c'est ce que j'aurais présenté, voilà, un personnage qui dit finalement en chien c'est mieux qu'avoir un enfant. Bon, on a une position un peu choquante, on peut rire aussi, on peut aussi se dire que c'est presque un énoncé assez féministe, dans la mesure où choisir d'avoir des enfants ou pas, ça devrait être un choix pour toutes les femmes, je le dis voilà, en tant que militant ici. Et d'un autre côté, quand on voit, si on connaît la manière dont il a mis en scène son chien, c'est impossible de ne pas voir là un lien direct avec sa vie. Mais donc, oui, et avec, je dirais, parce que c'est là où c'est intéressant de travailler sur des auteurs comme Michel Houellebecq, c'est que c'est pas le savant qui a cette érudition, qui fait qu'il a un savoir que les autres ne détiennent pas. Avec la littérature en régime médiatique, tout le monde a accès à ce savoir. Je dirais même que ce sont plutôt les fans, pas très savants, mais qui se savantisent, si vous voulez, par le désir frénétique de savoir, d'avoir lu ou entendu parler de tout ce qu'a fait leur écrivain préféré, que tout à coup, ils accumulent en fait une diversité de lectures. Donc,
en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les éléments contextuels sont aussi importants que les éléments de scénographie du texte. Et je n'ai jamais tenu le propos dans cette conférence que le texte disait comment il devait être lu. Ce qu'on peut lire dans les textes, ce sont des stratégies. Il y a des stratégies qui sont plus ou moins risquées. La stratégie de Houellebecq, par exemple, est très risquée dans la mesure où, dans ses premiers romans, il intègre énormément d'éléments autobiographiques, que ce soit le prénom des personnages, des narrateurs, même des éléments de sa biographie de vie, vraiment dans les particules élémentaires. Et vraiment, il y a cette posture qui est celle, je pense, d'un réaliste au XXe siècle, c'est-à-dire qui ne peut pas être balzacien, c'est-à-dire qui ne peut pas prétendre connaître le monde dans son objectivité, et dit « je sais une vérité sur le monde parce que je l'ai vécu moi-même ». Mais mon objectif, c'est de vous parler du monde tel qu'il est, et ce qui valide cette vérité, c'est que je l'ai moi-même vécu. Donc en fait, il est sur une frontière extrêmement fragile qui fait qu'évidemment, quand Houellebecq tient des propos violemment antiféministes, par exemple, on est bien obligé de se dire c'est Houellebecq là qui parle. Et donc ici, mais en même temps c'est sa stratégie. Et lui il dit non, je vous parle du monde tel qu'il est. Mais la seule manière de le valider, c'est de passer par ma propre... Donc de nouveau, je ne suis pas là ni pour défendre une lecture qui défend Houellebecq. Je le dis dès l'entrée de ce livre. J'ai autant d'intérêt pour les gens qui ne lisent pas Houellebecq et qui ont des bonnes raisons de ne pas le lire, mais je m'intéresse à leur discours. Pourquoi vous ne lisez pas et comment on a cadré, en fait, ce discours. L'autre chose, quand même, à propos de Jean-Pierre Vincent, et puis je vais répondre aussi sur Stanley Fish. Non, je ne suis pas tellement Stanley Fish, je l'ai lu un petit peu, mais pas beaucoup. Je suis plutôt du côté des réalistes, donc pas de... Mais ce que dit Stanley Fish, ce qui est quand même intéressant, c'est que lui aussi parle de cet effet d'une lecture contextuelle. Il parle de communauté interprétative qui cadre les interprétations. Et donc, effectivement, suivant à quelle communauté on appartient, par exemple, les membres du Collège de France ou bien tel ou tel milieu, disons, on va cadrer les interprétations différentes parce que les groupes sociaux vont canaliser les interprétations. Ce que je trouve problématique dans le dialogue entre Kathleen Evin et Jean-Pierre Vincent, c'est pas que Jean-Pierre Vincent donne son opinion du tout. D'ailleurs, il ne l'impose pas vraiment, il dit son opinion. Kathleen Evin dit si, quand même. Elle aurait pu le dire, c'est son problème. Et donc, c'est pas grave. Néanmoins, je pense qu'il y a le fait d'en savoir beaucoup peut être en fait peut mettre des œillères. C'est-à-dire qu'il y a quand même une doxa. Je trouve que Jean-Pierre Vincent, quand il dit les grands auteurs ne s'identifient pas à leurs personnages, alors qu'il vient de dire que en fait, quand même, ce discours du père de Don Juan ressemble terriblement, et puis après il dit mais sur les autres personnages, donc il valide quand même ce qu'elle vient de dire. Mais on sent qu'il y a cette impossibilité et que lui-même, on voit qu'il doit aller contre le moralisme de Molière par sa mise en scène qui détourne le texte de Molière, qui l'interprète autrement. Je trouve que parfois, j'ai l'impression que ce soit des enseignants ou les spécialistes de littérature, on peut être mis dans des œillères qui sont liées à des doxas, qui sont liées à nos domaines, nos habitudes de dire non, c'est une lecture naïve que d'entendre l'auteur, et que si on est vraiment objectif par rapport à ça, on devrait valider davantage de lectures et les prendre au sérieux. Et là, je défends les gens qui jettent Houellebecq, les gens qui disent « oui, ce type est un gros porc misogyne », donc c'était sur la slide d'après, c'est pas moi, c'est toujours pas mes propos, et qui a jeté le livre, s'arrêter à la page « elle a le droit, cette personne, de faire ça, parce qu'elle a le droit de se dire « oui, enfin, c'est quand même lui qui choisit le discours ». Et je dis juste que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on négocie ces choses-là, et comment, en fait, une plus grande diversité d'interprétations passe aussi par notre capacité en tant que littéraire ou spécialiste de parfois sortir un petit peu de notre zone de confort, qui est celle de « je détiens un savoir, vous ne détenez pas ce savoir ». Je pense que c'est plus compliqué que ça, et voilà ma posture. Ce qui est effectivement très important, d'écouter comment les autres, les spectateurs, les lecteurs lisent les textes ou voient un tableau. Mais on pourrait terminer là-dessus. Mais juste encore, c'est ce point-là. Il me semble que reconnaître des voix particulières à l'intérieur d'une œuvre, qui parle derrière, est-ce que c'est l'auteur, est-ce que c'est la société qui parle par l'auteur, est-ce que c'est l'auteur qui ne veut pas parler, qui emprunte une voix doxique, donc qui correspond à l'opinion générale, parce que c'est la seule manière pour lui de se faire accepter par la société. Est-ce que tout cela ne doit pas être quand même soumis à une lecture qui serait une lecture
plutôt d'ensemble, qui consiste à considérer au niveau comme bachtinien, c'est-à-dire qu'il y a une véritable polyphonie, qu'il y a différentes voix qui parlent et que c'est l'ensemble de l'œuvre, pièce de théâtre, tableau, roman, qui fait sens et qui, par cette polyphonie-là, a un caractère, alors, pas toujours indécidable, mais enfin qui va dans différents sens, où chacun peut en quelque sorte s'identifier à l'une des voix. Don Juan. Bien sûr, Don Juan, dans la pièce, meurt à la fin. Enfin, pas pour Jean-Pierre Vincent. Pas pour Jean-Pierre Vincent, non, mais dans la pièce telle qu'elle est écrite. Cette fin, c'est une fin un peu surnaturelle, mais quand on va voir Don Juan, on n'y va pas nécessairement. On peut y aller voir, simplement parce qu'on a le plaisir à voir le méchant qui est puni à la fin. C'est une manière de voir. On peut aussi avoir beaucoup de plaisir, ce qui en est d'un autre bord idéologique, à voir quelqu'un qui défie les règles sociales et qui va, en quelque sorte, renverser à sa manière la société en rompant avec tous les codes de sa famille, de la société, ou bien au contraire en affirmant une éthique de grand seigneur méchant, de grand méchant homme, presque sadienne avant la lettre. Donc il y a plusieurs. On peut aller voir cette pièce pour un message d'ensemble qui n'est pas nécessairement lié à un message d'un des personnages. Donc qu'il y ait plusieurs voix qui s'expriment possiblement, mais il y a quand même l'œuvre elle-même qui propose cette polysémie. Bien sûr, mais après, de nouveau, tout dépend aussi, de nouveau, c'est des questions d'échelle d'interprétation. Là, si on prend, mettons, un passage d'une œuvre, etc., qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous dire, bon, là, l'auteur est un peu un lourdingue, mettons, Kathleen Evin, et l'autre dit, non. Et moi, je dirais juste que la bonne attitude, en tant que herméneute de salon, parce que finalement j'enseigne, mais pas... c'est de dire c'est possible, en effet. Néanmoins, on pourrait entendre une autre voix. C'est intéressant. Regardez ce passage d'Agrippine de Britannicus où Agrippine parle la même voix. On entend une autre voix ici. Et ça devient intéressant parce qu'on enrichit l'interprétation. On enrichit de l'interprétation, disons, morale, mais qui est légitime de nouveau, par une interprétation historique, qui relève d'une histoire culturelle, qui permet de parler de l'histoire de France, des guerres de religion, etc. Et ça, je trouve ça c'est plus intéressant comme posture, disons, que de multiplier les possibilités. Après, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir qu'on ne peut pas faire dire tout à n'importe quoi. C'est-à-dire que... et donc, il y a des canalisations dans l'interprétation. Dans l'ouvrage, je développe aussi cette idée-là. Il y a des canaux. Et c'est un réseau assez complexe, mais tout n'est pas possible. Donc, par exemple, c'est vraiment ici que se pose la question d'une lecture qui peut être à la fois très fine dans l'analyse des dispositifs, dans l'œuvre, dans le texte. Comme tu montrais ici, tu peux aller jusqu'à tenter d'interpréter les sandales ou les pieds nus d'un personnage. Quelqu'un pourrait te dire, bon, là, vous allez peut-être un peu trop loin, monsieur Marx, mais c'est intéressant, pourquoi pas? On peut aller regarder chacun des détails, et puis après, on peut aussi, effectivement, prendre acte de la diversité des choses, en se demandant, essayer d'interpréter après coup, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, pourquoi Barthes, il a peut-être eu l'impression de prendre une phrase au hasard dans Sarrazine, mais il n'a pas du tout pris une phrase au hasard. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette phrase-là? Et là, tout à coup, on se dit, elle a une structure spéciale, cette phrase. Elle a une forme aphoristique, elle pose des valeurs qui sont particulièrement en dissonance par rapport au moment historique dans lequel il se trouve, et qui donc aurait passé comme une lettre à la poste au moment où la nouvelle est sortie, mais qui finalement, tout à coup, prend un relief particulier au moment où il la lit. Et donc, tout à coup, ça nous dit plein de choses sur le moment où Barthes lit cette phrase. Et donc, on commence à parler de plein de choses intéressantes. On parle de mai 68, on parle des problèmes autour des notions d'archétype, on parle des problèmes... Et là, on est vraiment sur ce qui est notre travail. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas disons, de disqualifier des interprétations en disant cette interprétation est impossible. Non, toutes les interprétations sont possibles. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, peut-être. Mais parfois, je trouve que les interprétations qui vont contre notre pente naturelle, on devrait leur prêter plus d'attention que les autres parce que c'est celles qui nous permettent à nous aussi de progresser. Je crois que nous pouvons absolument tomber d'accord là-dessus. Et vous avez remarqué que ces problèmes sont quand même
épouvantablement complexe. Et donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est lire le livre de notre invité, Raphaël Baroni. Je crois que c'est indispensable. Et merci à vous.